La parole, non, c'est moi, pour la sécurité, pour le rapport numéro 17. Tout au long de la campagne, alors je tiens à saluer d'ailleurs les représentants des syndicats de police ici présents, secrétaire départemental de l'Alliance Police Nationale 13, secrétaire départemental de l'Alliance Police Nationale 83, secrétaire régional d'Alliance Police, messieurs Manin, Soulier et Duenas, merci pour votre présence et les contributions complémentaires que vous pouvez nous apporter pour notre réflexion et notre efficacité au service de nos concitoyens. Tout au long de la campagne, des mensonges, des caricatures permanentes ont été diffusées sur la question de la sécurité. C'est devenu, même si c'est fondamental pour nos concitoyens, en l'espace de quelques semaines, l'alpha et l'oméga d'une élection, au point d'en effacer tous les autres sujets, toutes les autres compétences. La réalité, c'est que nous engageons tous les efforts possibles pour contribuer à la sécurité des 5 millions d'habitants qui vivent en Provence-Alpes-Côte d'Azur, selon nos responsabilités, dans nos compétences. Cette volonté correspond aux besoins exprimés par nos concitoyens pour faire face à l'insécurité, mais aussi aux lourds tributs payés par notre région face au terrorisme islamiste. Aussi, nous avons, lors de la précédente mandature, agi prioritairement là où il a été possible d'agir, c'est-à-dire dans le cadre de nos compétences, que sont les lycées et les transports régionaux, et nous avons aussi déployé une véritable arsenal de mesures visant à rassurer, protéger, mais surtout mettre en sécurité afin d'aider tous ceux qui dépendent de nous. 100 millions d'euros ont été débloqués pour la sécurisation de nos lycées et de nos transports. 100% de nos lycées ont été sécurisés à la mise en place d'un plan régional de mise en sécurité auquel nous avons consacré 40 millions d'euros. Parce que la sécurité et la protection de nos personnels et de nos 200 000 élèves qui nous sont confiés ne pouvaient être négligés, nous avons installé 1510 caméras de vidéosurveillance aux abords des lycées, déployé un dispositif d'alarme anti-intrusion dans tous nos lycées et des sas de sécurité, procéder à l'expérimentation de la reconnaissance faciale dans certains lycées de Nice et de Marseille, qui nous ont après été retirés et interdits par la CNIL. Pour compléter ce dispositif, une garde régionale des lycées a été déployée avec 160 médiateurs qui ont pu être placés aux abords immédiats des lycées pour prévenir les actes de malveillance et de délinquance. Grâce à cette mesure, 25 000 alertes par an ont pu être données. 100% de nos transports ont été sécurisés avec un budget de 60 millions d'euros dédié à la sécurisation des gares et des usagers qui empruntent quotidiennement nos TER. Afin que chacun soit libre de se déplacer sur notre territoire régional sans anxiété aucune, ou la moins possible, nous avons multiplié par 4 les agents de police ferroviaire, instauré 40 médiateurs sur les lignes sensibles, installé des portiques antifraude dans les gares Saint-Charles, Blancarde et Niceville, 2,5 millions d'euros, ainsi que 1000 caméras dans les 40 plus grandes gares de notre région et dans les trains. Une véritable garde régionale des transports de 130 agents a été instaurée, soit 20 équipes antifraude et 10 équipes mobiles d'intervention. Toutefois, notre intervention en matière de sécurité doit aller au-delà de nos compétences strictes. Cela fait maintenant 5 ans que nous demandons à l'État de pouvoir intervenir. Le 3 novembre 2016, nous avions adopté une délibération consacrant un fonds de soutien aux forces de l'ordre de 10 millions d'euros par an. Saisi par le préfet, le tribunal administratif de Marseille a annulé la délibération au motif que celle-ci était illégale, non conforme à la loi NOTRe. Or, cette guerre, cela se mène avec des alliés, nous en sommes et nous voulons le prouver. Aussi, le 16 février 2021, nous avons adopté avec la majorité régionale le plan Région Sud, la région sûre, afin d'aller plus loin dans l'engagement de notre région auprès des forces de l'ordre, que ce soit auprès des communes pour la police municipale, de la police nationale, de la gendarmerie et de tous ceux qui contribuent à l'exercice de cette compétence dans le cadre des conventions clairement établies avec l'État. Matérialisé par un plan pluriannuel 2021-2027, notre ambition pour une région sûre sera déployée autour de 5 angles suivants. La région du respect, protéger tous ceux qui dépendent de nous. Le verrou régional, c'est-à-dire pas un centime d'argent public pour les islamistes et leurs alliés. Une région rempart aux côtés des forces de l'ordre et une génération vigilante, engagée et solidaire. Face au terrorisme, comme face à la criminalité et à la délinquance, la région s'engage concrètement par cette délibération avec la volonté de contribuer toujours plus à l'effort national. C'est donc pour faire de notre région un rempart aux côtés des forces de l'ordre que nous allons procéder aujourd'hui à l'adoption d'une convention passée entre le ministère de l'Intérieur et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui est l'axe 4 d'une plan Une région sûre. Cette convention est notre cadre légal d'intervention qui va nous permettre d'assurer un appui financier sur de la construction, de l'aménagement et de l'équipement. Plus particulièrement, nous conviendrons, avec l'État, de développer notre coopération en vue d'améliorer le service public de la sécurité et contribuer à la modernisation avec un seul objectif,
mieux répondre aux formes actuelles de la délinquance et de la criminalité et lutter contre le terrorisme. La sécurité n'est pas seulement une compétence régalienne de l'État, mais elle doit être étendue à nos régions, à nos communes. Cette convention permettra à la région d'investir 10 millions d'euros par an minimum en fonction des dossiers que nous initierons. Nous continuerons à renforcer la sécurité comme promis dans la campagne. Des usagers des gares et des transports publics, des élèves et des personnels des établissements d'enseignement relevant d'une compétence régionale, lycées, centres de formation d'apprentis, centres de formation sanitaire et sociale, et ce jusqu'aux moyens de transport public qu'ils utilisent. Des touristes, bien sûr, dont l'accueil constitue un objectif stratégique pour l'attractivité internationale et le tissu économique de la région Sud, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Par ailleurs, il est proposé dans la présente délibération d'élargir le pass Sûreté, adopté en 2016, à l'ensemble des forces de l'ordre, police, gendarmes, personnel pénitentiaire, douaniers, pour l'ensemble de leurs trajets sur les réseaux trains express régionaux, TER, et lignes de car, LER, sur le territoire de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ainsi, tous les trajets qu'ils effectuent sur nos lignes régionales seront gratuits et non plus simplement sur les trajets domicile-travail. Au quotidien, les femmes et les hommes qui composent les forces de l'ordre n'hésitent pas à mettre leur vie en danger pour assurer notre sécurité. La gratuité des transports est donc le minimum que nous puissions faire pour eux. Avant de procéder à l'adoption de cette délibération, je voudrais remercier particulièrement le travail formidable effectué par le groupe d'experts, bien sûr, et le général Galtier ici présent, mais aussi avec le général de gendarmerie Marc Lévesque, l'ancien préfet de police M. Bernard Squarcini, l'ancien directeur général des services de la région Île-de-France M. Stefanini, l'ancien préfet de la région Auvergne et M. Frédéric Pechnard, ancien directeur général de la police nationale, qui travaille à nos côtés pour mettre en place tous les dispositifs que nous mettons en place. J'ai confié ce dossier à Mme Véronique Boré, qui sera une vice-présidente spécialement affectée à ce dossier majeur, et nous vous ferons part, lors des prochaines plénières, des propositions globales sur l'ensemble de cette thématique. Je vous propose donc de procéder à l'adoption de la présente délibération, mais avant, j'ai reçu un amendement de la part de M. Emmanuel Foucard. Monsieur Foucard, vous avez donc 2 minutes pour présenter votre amendement. Monsieur le Président, mes chers collègues, bonjour. Je vous présente donc cet amendement pour une modification du texte comme il est présenté. Donc en page 3, avant-dernier paragraphe, par ailleurs, afin que nos forces de l'ordre puissent se déplacer gratuitement et assurer dans le même temps la sécurité des voyageurs, nous voulons que le pass sécurité, déjà adopté par les élus régionaux, réunis en assemblée plénière le 24 juin 2016, soit élargi à l'ensemble des forces de l'ordre, entre parenthèses, police, gendarmes, personnel pénitentiaire, douanier. Donc sur ce, entre parenthèses, je souhaiterais que soient ajoutés les réservistes opérationnels premier rang de la gendarmerie et police nationale. Également, en page 6, premier paragraphe, 4e ligne, nous avons exactement la même chose, le même détail. Donc, entre parenthèses, ajouter les réservistes opérationnels premier rang de la gendarmerie et police nationale. Pour les motifs suivants, le nouveau pass sûreté qui nous est présenté est élargi à l'ensemble des forces de l'ordre, police, gendarmes, personnel pénitentiaire, douaniers, mais n'inclut pas les réservistes de la police et de la gendarmerie nationale. Sachant qu'en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la réserve opérationnelle de premier rang renforce les unités d'active et les structures de commandement. Ces réservistes contribuent à la sûreté publique, entre parenthèses, garantir la protection des personnes et des biens, renseigner, alerter et porter secours, et à la bonne exécution des lois. Que ces réservistes sont des citoyens, étudiants, retraités de l'arme ou de l'armée, salariés, chefs d'entreprise, fonctionnaires, qui souhaitent apporter de leur temps libre pour la sécurité des personnes, des biens et du territoire. Qu'en 2020, uniquement dans les Bouches-du-Rhône, les 530 réservistes de la gendarmerie nationale ont effectué 8 170 missions, dont celle pour la sécurisation des transports dans les trains express régionaux et les lignes de car de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, du département et de la métropole. Sachant que pour les besoins d'obtention du pass sûreté, qu'ils sont clairement identifiables par leur carte professionnelle, nous vous demandons d'intégrer les réservistes opérationnels de premier rang de la gendarmerie et de la police nationale aux forces de l'ordre pouvant accéder au pass sûreté. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Foucard. Madame Aurore Brunat, excusez-moi, ma chère Aurore, vous apportez une réponse à Monsieur Foucard, s'il vous plaît.
Oui, monsieur le conseiller régional, vous avez déposé un amendement relatif à la délibération numéro 17 et plus précisément à l'extension du dispositif du pass Sûreté. Je vous rappelle que ce dispositif a été créé par la région Sud le 24 juin 2016 et qu'il a ensuite été repris par d'autres présidents de région. Ce pass Sûreté permet d'assurer la gratuité des transports entre leur domicile et leur lieu de travail pour les forces de l'ordre, policiers nationaux, gendarmes, douaniers et gardiens de prison. La délibération votée aujourd'hui par notre assemblée plénière permet à l'ensemble de ces forces de l'ordre de bénéficier d'un pass Sûreté élargi qui assure la gratuité de tous les trajets au sein du réseau de la région Sud, ligne de train TER ou LER. Vous souhaitez, chers collègues, que soient rajoutés dans la liste des forces de l'ordre les réservistes opérationnels premier rang de la gendarmerie et de la police nationale. Dans la délibération du 24 juin 2016 et dans celle du 23 juillet 2021, il est indiqué que les bénéficiaires sont, je cite, les personnels de police, gendarmerie, pénitentiaire et douaniers, les réservistes de premier rang de police nationale et de la gendarmerie, lorsqu'ils sont mobilisés pour exercer leur mission de service public, sont donc inclus dans la délibération et il n'est pas nécessaire de la préciser. Monsieur le Président, chers collègues, je vous propose donc de rejeter cet amendement. Merci pour cette explication, Madame Brunat. Donc, conformément à la demande de Madame Brunat, j'appelle l'ensemble de la majorité à rejeter cet amendement. Monsieur Foucard, vous l'avez présenté, donc maintenant c'est fait. Une réponse. Je ne vais pas apporter une réponse, s'il vous plaît. Ben, c'est pas comme ça que ça marche, vous le savez. Si vous, je vous le demande, Monsieur le Président. Si vous me le demandez gentiment, c'est volontiers. Oui, je vous le demande gentiment, Monsieur le Président. Vous savez que c'est pas comme ça que ça marche, mais enfin bon. Je sais, Monsieur le Président. On essaie de donner au nouveau le bon fonctionnement. Vous savez que normalement, après un amendement présenté et défendu, on vote et on le retire, et puis c'est fini. Mais compte tenu du fait que c'est notre première séance et que nous sommes dans un climat apaisé, je vous laisse volontiers la parole et Madame Brunat vous répondra. Monsieur le Président, merci. Vous savez qu'avec le Rassemblement national, les débats sont toujours apaisés, que l'agressivité vient rarement de notre côté. Mais bon, pour répondre à Madame Brunat, en 2016, donc j'étais déjà conseiller régional et donc je m'étais rapproché de la gendarmerie et pour ce fameux pass, en expliquant qu'il y avait eu ce vote. J'en avais fait un peu la promotion, mais il m'avait été clairement indiqué que les réservistes n'en faisaient pas partie. Il y a toujours cette ligne interne, on va dire. Donc c'est pour ça que la précision est vraiment importante. Sinon, je n'aurais pas porté un amendement. J'ai eu un refus sur cette information en 2016. C'est pour ça que je le porte aujourd'hui, en 2021. Merci de la compréhension. Merci, Monsieur Foucard, pour cette précision. Madame Brunat. Eh bien, je vous répète donc que cela concerne donc déjà les réservistes de premier rang lorsqu'ils sont mobilisés pour exercer leur mission de service public. Bien sûr. Donc voilà, vous avez la réponse. Donc j'appelle l'ensemble de la majorité à rejeter l'amendement présenté par M. Foucard. Qui est pour l'amendement? Qui s'abstient? Qui est contre? Amendement rejeté. Je passe, s'il y a une demande d'intervention, je vous en prie, mon cher collègue, M. Vardon. Monsieur Vardon, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Puisque nous sommes en début de mandature, je pense que cette séance doit aussi servir à poser quelques principes simples. En voici, en tout cas, un nous concernant. Chaque fois que nous considérerons qu'une de vos initiatives va dans le sens du renforcement réel, concret, de la sécurité de nos compatriotes, eh bien, vous nous trouverez à vos côtés. Voilà, ça, c'est dit. Et c'est pourquoi, avec des réflexions et même certaines réserves que je vais développer dans un instant, nous voterons pour cette convention avec l'État. Notamment parce qu'on a aussi, vous l'avez dit, perdu pas mal de temps sous la mandature précédente, votre fonds de soutien étant retoqué, là où d'autres régions parvenaient, elles, à avancer et à rendre déjà opérationnel des cofinancements. Dont acte, vous passez désormais en direct par une convention avec le ministre Darmanin, ce qui devrait nous mettre à l'abri, j'imagine, d'une contestation préfectorale. Si au moins vos bonnes relations avec le gouvernement macroniste peuvent nous servir à ça, à la limite. Sur le fond, il y a vraiment là un sujet qui à mon sens, mérite réflexion et discussion. Vous le savez, dans le projet que nous avons défendu aux côtés de Thierry Mariani, nous proposions aussi que la région puisse participer à cet effort global de sécurité. C'était un des volets de notre plan pour une région bouclier. Nous souhaitions, en revanche, que le soutien financier soit essentiellement tourné vers les communes. Là où vous nous proposez ici
que votre fonds puisse aussi concerner, par exemple, le cofinancement de bâtiments, construction, rénovation de la police nationale ou de la gendarmerie. N'avons pas ici une position de principe, mais je crois que nous devons vraiment faire attention à une dérive. Nous faisons de plus en plus face à un désengagement de l'État. Et on se retrouve avec des collectivités qui, bien souvent, et d'ailleurs un peu dans tous les domaines, il faut bien le dire, se retrouvent quelque part à devoir boucher les trous. Je ne vais pas revenir sur la gestion de la crise sanitaire depuis 1 an et demi, mais je pense qu'au moins, là-dessus, nous serons d'accord. Ce désengagement de l'État, il s'exprime aussi bien trop dans ses fonctions régaliennes, et notamment dans le domaine de la sécurité. Et quelque part, quand on est un certain nombre à défendre à la fois le renforcement des pouvoirs des maires et des polices municipales, tout comme le renforcement des dispositifs de sécurité là où nous le pouvons, que ce soit sur le plan communal ou là où la région peut intervenir aussi d'ailleurs, et on aura, je pense, là aussi l'occasion d'en reparler largement ici, eh bien, ce n'est pas par envie, c'est par nécessité. On le voit clairement, dans ma ville de Nice, j'ai eu l'occasion de le constater aussi en patrouillant la nuit avec la police municipale de la commune du Pontet, dans le Vaucluse. Lorsqu'on a une police municipale efficace, la tendance lourde aujourd'hui est que ces missions, de fait et non de droit, ressemblent de plus en plus à celles de la police nationale. Et ce n'est pas pour moi le signe d'une avancée, mais celui d'un manquement de la part de l'État. Je vous le dis simplement, je ne pense pas que ce soit notre rôle de venir aussi pallier à ces manquements financièrement. Lorsque l'État et donc le gouvernement sont défaillants, doit-on en permanence, je le répète, venir boucher les trous? Parce qu'au final, quelque part, les contribuables payent 2 fois, mais les contribuables, eux, ce sont toujours les mêmes. Allez, je vais être aimable, je vais m'abstenir de trop parler de choix politiques nationaux des uns et des autres. La présidentielle, je pense, aura largement le temps de s'inviter dans notre Assemblée dans les mois à venir, que vous le vouliez ou non, parce que quand même notre région n'est pas une île ni une république autonome, et que ce qui se passe à Paris, c'est-à-dire à l'Élysée, à Matignon, au Parlement, a quand même quelques conséquences, même jusque dans nos lointaines contrées méridionales. Un dernier mot, vous évoquez une enveloppe de 10 millions d'euros par an, et je cite le rapport, dans la limite des crédits disponibles. Nous proposions pour notre part 20 millions d'euros. Et uniquement pour les communes. Je me rappelle d'ailleurs que certains de vos colistiers avaient brillamment expliqué que c'était une somme modique et quasiment inutile. J'aimerais bien savoir ce qu'ils pensent alors quand il s'agit de la moitié aujourd'hui et qu'on y intègre en plus le soutien à la police nationale et la gendarmerie. Nous vous demandons, nous, que cette enveloppe soit garantie. L'expression « dans la limite des crédits disponibles » introduisant un doute. Sur les modalités d'application, nous saluons le fait que les dossiers soient proposés en commission permanente. Nous notons qu'un comité de suivi sera créé et nous souhaiterions y être représentés par un élu. Dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, nous serons attentifs à ce que ce soutien s'exprime en priorité vers les communes qui en ont le plus besoin. Je vous remercie. Merci, Monsieur Vardon. Merci, Monsieur Vardon. Je laisse la parole tout de suite pour vous répondre à la première partie à Madame Véronique Boré, nouvelle vice-présidente ayant en charge la sécurité ou tout ce dispositif autour dans notre région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Madame Boré, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mon cher collègue, donc j'entends vos déclarations. Pendant toute la campagne, vous nous avez répété qu'en réalité, nous étions responsables des questions de sécurité. Aujourd'hui, vous revenez dessus et vous reconnaissez que c'est une compétence régalienne et vous considérez qu'on paierait double si jamais on contribuait à protéger nos forces de l'ordre, à leur donner du matériel ou à pouvoir en financer pour pouvoir venir en soutien et pour pouvoir les protéger. Aujourd'hui, moi, je trouve que cette convention est effectivement une avancée pour nos policiers, pour nos gendarmes qui œuvrent au quotidien, qui ont besoin de ce soutien. On vous parle de boucliers, on vous parle d'armes, on vous parle de véhicules dont on sait que le parc automobile de nos forces de l'ordre est aujourd'hui très ancien, avec pratiquement plus de 7 ans d'ancienneté sur les véhicules. On vous parle de casernes, on vous parle de commissariats qu'il convient de rénover. Alors effectivement, aujourd'hui, on s'engage sur 10 millions d'euros. Dans le cadre de la campagne, vous aviez proposé 1 euro engagé, 1 euro contribué, ce qui aurait de mémoire contribué à pratiquement 1 milliard d'engagement. Donc aujourd'hui, effectivement, nous nous engageons sur cette convention avec le ministre de l'Intérieur pour permettre d'être présents aux côtés des forces de l'ordre. Merci, Monsieur le Président.
Merci beaucoup, Madame la Vice-présidente. Et de toute façon, votre compétence en la matière est imparable. Et si vous avez ce poste en tant que tel, c'est parce que vous avez su mettre des dispositifs avec Monsieur le maire de Nice, le premier vice-président de la région, des outils absolument incroyables sur la ville de Nice. Et je souhaite que nous ayons la même politique au niveau régional. C'est la raison de votre prise de fonction en vice-présidente et je tiens à vous en remercier. Monsieur Vardon, je tiens à vous remercier pour votre position de principe pour les votes pour oui. C'est une position qui est très claire et je l'apprécie, sachez-le. Effectivement, vous avez raison, nous ne sommes pas une île. J'ai souvent l'habitude de dire qu'on est un petit pays avec le produit intérieur brut du Portugal, plus grand que la Belgique ou Luxembourg en tout cas. Et donc nous avons 5 millions d'habitants et nous avons des responsabilités importantes. Et c'est vrai qu'on a cette chance d'avoir nos 3 marques au monde qui fait en sorte dans une région fantastique. Alors on n'est pas une île, on est dans ce beau pays, la France, dans cette belle République française, dans ce beau continent européen, mais on ne va pas mélanger toutes les élections en permanence et on sort d'une élection régionale, ça ne vous a pas échappé, qui a voulu être nationalisée. C'est la raison pour laquelle nous avons fait campagne sur notre région d'abord, mais que bien sûr, et je l'ai dit dans mes propos introductifs, nous allons avoir d'autres débats nationaux et nul doute que nous aurons là aussi des échanges intéressants ou au niveau des élections européennes quand elles viendront, puisque nous avons des stratégies différentes. Sur le montant des crédits disponibles, c'est exact, mais je me permets de vous rappeler aussi que j'ai dit en introduction 10 millions d'euros par an minimum en fonction des dossiers que nous initierons. Je me permets de vous rappeler mon principe à moi, notre principe à nous, je crois que vous le partagez en tout cas, c'est que nous ne sommes pas les tiroirs caisses des autres. Et je l'ai toujours dit, ni de l'État, ni des collectivités, et c'est nous qui initions en fonction de nos responsabilités ce que nous pouvons faire aux endroits où nous avons à le faire. Quand nous avons mis en place les portiques antifraude dans les gares principales, est-ce que c'est à nous de le faire ou non? Globalement, je ne suis pas si sûr que ça. En tout cas, ça nous permet d'avoir une meilleure sécurité, puisqu'il y a moins de fraude dans nos gares. C'est un débat que nous aurons longuement entre nous, plusieurs fois, mais en tout cas, il y a nécessité de faire en sorte que dans le domaine de compétences, on assure le maximum de sécurité. Dans vos propos, il y a toujours un débat qui est contradictoire, mais que je partage quelque part. Quand vous dites c'est à l'État de le faire, oui, c'est à l'État de le faire. Oui, c'est à l'État de le faire. Mais s'il ne le fait pas, qu'est-ce qu'on fait? On ne fait rien. Et si on ne fait rien, à ce moment-là, vous vous dites qu'on ne fait rien. Et donc à ce moment-là, c'est quand même contradictoire. Et donc, oui, c'est à l'État de le faire, mais comme je l'ai dit dans mes propos liminaires, il est absolument indispensable de contribuer à cette guerre collective et s'y associer tous ensemble, chacun à sa manière et à son niveau. Voilà la réponse que je pouvais vous apporter. La composition du comité de suivi n'est pas encore fixée. Je vous tiendrai au courant de la façon dont je souhaite le mettre en place et nous verrons la meilleure façon de façon à ce que ce soit le plus opérationnel possible. Y a-t-il d'autres interventions sur ce dossier aussi important? Pas d'intervention. Je mets au vote, sachant que Mme Boré ne prend pas part au vote de ce rapport. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté. Je passe au rapport numéro 24 sur le plan de croissance de l'économie touristique, organisation de l'action en matière de promotion touristique. Monsieur de Canson, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, chers collègues, vous le savez tous, parmi les secteurs qui ont subi le plus violemment les conséquences de la crise sanitaire, celui du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration a été au cœur de nos préoccupations et de nos actions. C'est dire si le rapport que je soumets au vote des élus aujourd'hui est important. Au cours du précédent mandat, avec l'ensemble des territoires et sous l'égide de Renaud Muselier, avec Jennifer Sall-Barbosa, nous avons bâti une stratégie basée sur nos 3 marques monde, Provence, Alpes et Côte d'Azur. Celle-ci a permis de mettre en place une action de promotion touristique forte du territoire régional autour de 3 contrats de marque dont le déploiement s'effectue en tenant compte de la réalité du territoire touristique régional. Conformément à cette stratégie, les statuts du comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur ont été modifiés en février 2018 pour intégrer clairement dans son périmètre d'intervention le territoire des Alpes-Maritimes. Alors que les grandes régions fusionnées ont toutes unifié leur comité régional de tourisme ces 5 dernières années, nous sommes aujourd'hui la seule région de France à avoir conservé 2 comités régionaux de tourisme. Alors que la Chambre régionale des comptes préconise depuis 2017 de mettre fin à cette absurdité, nous votons aujourd'hui un rapport de bon sens et de bonne gestion des deniers publics. L'organisation historique mise en place en 1987, reconnaissant 2 associations comme comités régionaux du tourisme, ne répond plus à la stratégie dont nos territoires ont besoin. Parce que la crise sanitaire s'installe durablement, on ne peut pas continuer de disperser nos forces. Nous devons garantir cette unité sous l'égide d'un seul comité régional de tourisme, et c'est ce que nous faisons ce matin. Je tiens néanmoins, Monsieur le Président, à rappeler 2 choses importantes
face à la désinformation agitée par quelques élus en manque de polémique. Pas un centime d'euro ne manquera à la Côte d'Azur avec ce changement. La totalité des moyens qui étaient engagés hier continuera de l'être, mais pas par un canal séparé qui n'avait plus aucun sens. Les élus comme les professionnels de la Côte d'Azur seront entendus et associés, et je prends l'engagement qu'une place plus importante sera laissée aux acteurs du tourisme des Alpes-Maritimes dans la gouvernance du comité régional de tourisme. Dans ces conditions, il est essentiel que l'association Comité régional de tourisme Provence-Alpes-Côte d'Azur soit reconnue comme le seul comité régional de tourisme du territoire. La région lui délègue intégralement la coordination de la promotion touristique et sa représentation dans les instances nationales en charge de la promotion touristique, comme dans toutes les régions de France et conformément aux préconisations de la Chambre régionale des comptes. Au nom de toutes ces raisons objectives, il vous est proposé dans ce rapport que la région se retire de l'association Comité régional du tourisme Côte d'Azur France. Je vous remercie, Monsieur le Vice-président, pour le travail que vous faites sur l'économie de notre région, l'économie touristique, bien entendu, sa promotion et aussi pour l'ensemble de la région. Y a-t-il une intervention? Monsieur Vardon, c'est à vous. Oui, merci Monsieur le Président. Ce dossier est important et je souhaite que les votes personnels de chacun soient connus, publics, pour qu'ils aient à en rendre compte devant les citoyens. Et je vous demande donc, c'est de droit, la tenue d'un vote public sur cette délibération. Quand je vous dis merci, c'est merci de me donner la parole, bien sûr. Mais je vous dis certainement pas merci pour la Côte d'Azur, pas merci pour les Alpes-Maritimes, pas merci pour Nice. Je ne vous dis certainement pas merci pour le secteur touristique contre lequel vous portez ici une attaque aussi brutale que déraisonnable. En plein cœur de l'été et dans une crise majeure. Une attaque totalement guidée par vos règlements de compte politiciens, comme la presse s'en fait l'écho ce matin. En une seule brève page d'exposé des motifs, vous entérinez la fin du comité régional de tourisme Côte d'Azur avec le retrait de la région de l'association du même nom. Une seule page d'exposé pour marquer ce retrait d'une association de promotion touristique qui existe depuis bientôt 80 ans et qui a été instituée officiellement au même titre et en même temps que le CRT Provence-Alpes-Côte d'Azur à travers la loi de 1987. Vous déclarez ce matin, à juste titre, dans la presse, que nous sommes la seule région à avoir 2 CRT. Et d'ailleurs, c'est au titre de ce que vous présentez avec une certaine malhonnêteté intellectuelle comme un doublon que vous tentez de légitimer ce retrait. Avouez que c'est quand même assez cocasse de vous voir vous abriter derrière la chasse aux doublons, l'efficacité administrative, voire les économies, quand on sait que vous avez abrité pendant 6 ans quasiment 2 cabinets parallèles avec votre président délégué et que vous entendez faire voter tout à l'heure à notre Assemblée la création d'une espèce de chambre bis pour vos sauveurs de gauche et d'extrême gauche. Si nous sommes la seule région avec 2 comités régionaux de tourisme, ce n'est pas pour rien, et vous le savez très bien. Il s'agit d'un acquis au titre de la singularité de notre région qui était, en 1987, c'était avant les méga régions actuelles, mais c'est en réalité toujours le cas, la seule à être aussi partagée entre 2 très grandes villes, Marseille et Nice. Chacune a une extrémité géographique, chaque espace ayant ses spécificités culturelles et économiques et une réalité touristique différente. Vous le savez très bien, et certains sur vos rangs devraient le savoir encore mieux que vous. C'est un acquis que la Côte d'Azur doit à Jacques Médecin, qui s'était battu pour que cette spécificité soit reconnue et que cet équilibre, y compris politique, soit respecté. Cet équilibre politique s'exprimant ici sur le plan touristique, vous savez qu'il est important. On l'a toujours retrouvé ici aussi, entre le président et le premier vice-président de la région. Par votre délibération, c'est à la fois la spécificité azuréenne et au moins pour le niçois que je suis, l'héritage médeciniste, mais à travers lui une certaine façon d'envisager les rapports entre les espaces dans notre région que vous nous demandez de balayer. Et qu'est-ce qui nous vaut ce nouvel abandon de l'héritage médeciniste par Christian Estrosi et son équipe à vos côtés? Qu'est-ce qui fait que ce même Christian Estrosi met aujourd'hui en œuvre avec vous ce contre quoi il avait lutté face à Michel Vauzel en 2012? En vérité, qu'est-ce qui nous vaut cette irrépressible envie masquée derrière des arguments administratifs? Qu'est-ce qui vaut l'urgence
de ce dossier devant être traité devant la première séance du Conseil. En réalité, un minable règlement de compte politique, électoral même. Et vous ne parvenez même pas à vous en cacher réellement quand vous reprochez à David Lisnard, maire de Cannes et président, réélu il y a à peine plus d'un mois au comité régional de tourisme Côte d'Azur, son, et je vous cite, silence total lors des dernières élections. Oui, vous réglez vos comptes avec David Lisnard, coupable d'avoir sans doute trop peu goûté vos nouvelles amitiés macronistes. Et bien sûr, à travers lui, à travers le CRT, c'est aussi la guerre des tranchées entre messieurs Estrosi et Ciotti qui se poursuit, dont vous avez aussi quelque part fait les frais, même si, comme à son habitude, Éric Ciotti a fini par se coucher, appelé piteusement à voter pour vous au second tour, après avoir dit, on s'en souvient, quelques amabilités à votre rencontre au premier. Je conclus pour ma part en vous disant les choses très simplement. Les Alpes-Maritimes et la Côte d'Azur n'ont pas à faire les frais de vos querelles. Notre Assemblée n'a pas à être prise en otage par vos règlements de compte entre barons, LR, ex-LR, que sais-je. Les professionnels du tourisme n'ont pas à subir vos amours et désamours. Oui, nous avons dans notre région 2 CRT. Et c'est un modèle qui fonctionne bien depuis 37 ans. Nous le pensons d'ailleurs tellement que nous considérons même, nous, qu'il serait légitime d'en créer un 3e spécifique pour l'espace alpin. Vous voyez, j'interviens pas ici en défense de ce modèle que par chauvinisme ou par nostalgie médeciniste. Il y a quelque chose qui marche et vous voulez le casser, le briser même. Alors dans un instant, vous me sortirez à la suite de M. de Canson toutes les raisons du monde. Vous vous réfugierez derrière le vote de 2018 ou derrière la Chambre régionale des comptes, face à laquelle on vous a connu un brin moins attentif, vous en conviendrez. Mais ici, tous, des 2 côtés de l'hémicycle, nous savons très bien quelle est la vraie raison de ce retrait qui vaut mise à mort pour le comité régional de tourisme Côte d'Azur. Avec un mince espoir, je vous demande donc d'y renoncer. Nous nous y opposons, bien sûr, et je le dis avec sérénité.